Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de belles grosses boîtes, bienvenue au 7 Trick Track TV où nous avons la chance, le plaisir d'accueillir Monsieur Nicolas de chez Edge. On peut dire ça? Si, oui, Ouais, toujours. De chez Edge. De chez Edge, Qui est ouais. venu. Alors on va faire un truc un peu particulier parce qu'en fait chez Edge, vous le savez, c'est les amateurs de jeux bien gros, bien costauds, bien lourds. Grosse boîte. Voilà, et là il est sorti quelques nouveautés récemment et c'est pas Alors, qu'on n'a pas le temps, mais voilà. l'idée c'est on va évoquer les grosses boîtes de manière ultra rapide quand même. Très rapide, survol des règles, pour Voilà. pas que je me plante dans les règles, pour pas que les internautateurs disent te tape Putain, il dessus, explique voilà, il mal, explique mal, fait là, du coup, chier, lui. Enfin, tu ne vas pas expliquer, on va On va survoler les règles. Il y a donc un jeu qui est déjà sorti là, au moment où on tourne, Blue Max, plus deux autres qui vont sortir courant premier semestre. Enfin, Planète Steam et Les Contrées de de l'horreur, l'horreur, donc un jeu d'avion de type Première guerre de Guerre mondiale. 14-18. Voilà. On a un jeu un peu steampunk parce que c'est très tendance le steampunk. Ouais. Et puis on a un jeu, on va dire, sur le monde de Cthulhu, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais te donner ces deux grosses boîtes-là. Ah bah. Tu vas les mettre là-bas, hop, on Hop les là. prendra à l'autre. Et là, on va parler de Blue Max. Alors, De Blue Max. Blue Max, c'est un jeu de Phil Hall. Oui. C'est américain. Je ne sais pas, anglais ou américain. Il faut Mais savoir- c'est italien au départ. Alors, c'est l'édition Stratelibri pour cette nouvelle édition, mais en fait, c'est un jeu vieux, puisque le Phil Hall en question a créé Blue Max en 1983. Ah ouais, ça ils nous refont le coup chez Edge après nous avoir ressorti, c'était quoi récemment là, ce vieux jeu auquel on a joué qui était... Dune, Rex. Non, il y en a plein, en fait il y en a trop. En fait, le rétro gaming, c'est une tendance, quoi. Donc après, Vous avez refait Civilisation, vous avez refait je ne sais plus quoi, non, c'est quoi il y a eu Respublica qui a été fait. Ouais. La traduction c'était de, je ne sais plus quel éditeur, Valley Game, je crois. Enfin bref, Bref. c'est tendance de ressortir les vieux jeux Voilà, c'est ça. pour les mettre au goût du jour. Donc là, c'est un éditeur italien qui s'appelle Stratelibri, donc un jeune éditeur, j'imagine, je ne les connaissais Ouais. pas, qui vient de récupérer cette licence et qui a proposé à Edge de le faire en français en même temps. Combat aérien pendant la Grande Guerre, Voilà. comme si la seconde c'est une petite guerre, Voilà, c'est c'est vrai ça. qu'on dit la Grande Guerre. Les affrontements des Chevaliers du Ciel pendant la Première Guerre mondiale, un jeu pour 2 à 6 joueurs. Voilà. Donc là c'est un spectacle, c'est large. À partir de 12 ans, Oui, c'est bien ça. Voilà, 90 minutes Ouais. minimum. 90 minutes pour. En fait, plus il y a de joueurs, plus c'est long. Ah oui, évidemment. Parce que là, le jeu propose de jouer un avion par joueur. Donc, Ok. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? qu'est-ce qu'on a dans cette Alors un boîte jeu de 83, ça ressemblait à quoi? Alors c'est comme toujours. En fait, je me demande si chez Edge, ils sont pas motivés par la surabondance de matériel. En fait, dès qu'ils Oui. voient une boîte dans laquelle on peut mettre 3 tonnes de matériel, ils disent ouh, Voilà, c'est ça. c'est oui. pour nous ça. Alors, il y Voilà. avait un autre leitmotiv aussi sur ce jeu-là, c'est que on veut avoir le monopole sur les jeux de Première Guerre mondiale, voilà, avec des avions. On a fait Wings of War, Wings of Glory. Ah Wings ouais. of Glory n'est plus au catalogue. Alors on fait Blue Max parce que Les- quand même, ça manque. Ça N'importe manque. quel mec qui ferait un jeu pourri sur la Première Guerre Bah, mondiale. faut attendre qu'on épuise Blue Max, puis après on va proposer-nous un jeu d'avion avec sur la Première Guerre mondiale. Je pense qu'on le prendra. Alors donc il y a un max de matériel. Il y a un max Pour de toute façon, c'est pour 6. Donc Ouais, c'est pour 6. il y a des petits machins, il y a des dés, il y a des petits trucs alors très 80. Alors, pour la blague, regardons le plateau. Ok. Le plateau, hop là, je le déplie, voilà, je le déplie de son magnifique côté bleu. Ah, ça c'est son côté d'origine. Ça, c'est le côté origine. Alors dans les années 80, on rêvait avec des hexagones Bleu. blancs sur fond bleu. Bah oui, c'était dans le ciel, c'est bleu. Ouais, c'est ça. Et donc tu posais tes. Alors j'imagine que ça ne devait même pas être comme ça devait être des trucs. Ouais, je voulais dire que je ne sais pas. Et là, ça a été retravaillé un petit peu Et voilà. avec du dessin. Du dessin, Ah, Google Maps est passé par là. une vue aérienne avec les tranchées ici. Alors voilà. le plateau est très grand, Voilà. je ne l'ouvre pas complet parce que voilà, après il faut tout ranger, c'est un peu pénible. Donc voilà, c'est un peu du carton. Il va falloir le travailler pour le poser sur votre table parce qu'il est un peu, quand on l'ouvre, il est un peu. Donc un peu de. Vous mettez sous un. Vous asseyez dessus Ouais, pendant voilà, 10 c'est minutes ça. et puis il sera tout plat. Donc vous avez fait. Donc c'est une vue aérienne, forcément, Voilà, c'est ça. avec tout ce qu'il y a dessus. Et les petits avions vont aller dessus. Voilà. Alors le principe, c'est quoi en gros Donc là, Parce que je vois que tu as. cette vidéo aurait pu être faite par Monsieur Guillaume, Monsieur Bouilleux. Ah oui, c'est son truc. Parce qu'on est vraiment sur du simili wargame. Voilà la règle. On va montrer la règle. Node, c'est quand même du costaud. C'est un peu velu, mais il n'y a rien de très compliqué en fait. On précise beaucoup de cas particuliers. Ouais. Donc, le principe, il est tout bête. Chaque joueur a un avion, soit un avion alors, il parle des puissances de Centre-Europe, je ne sais plus, et puis ou alors les puissances alliées. Donc, et on fait un combat aérien, et le but c'est de dézinguer l'autre, tout simplement. Facile. Facile. Comment ça marche? Donc, chaque joueur est muni d'un petit écran. Donc, comme Ouais. c'est jusqu'à 6 joueurs, il y a 6 écrans. 3 écrans aux couleurs des Allemands et de leurs alliés. Et puis 3 écrans aux couleurs de. Là, je me trompe, en fait, c'est ceux-là, allemands et alliés. Et 3 couleurs aux écrans des Français et Anglais.
Phase de jeu, on ne peut plus simple. Au début du jeu, on déploie donc son avion qu'on a choisi sur le plateau de jeu, sur une case adjacente au bord de table. Donc on s'imagine que l'autre adversaire, voilà, C'est loin. c'est loin. On va programmer en secret, puisque chaque type d'avion a des petites fiches. Il y a plus d'avions que de joueurs dedans. Hein. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'avions. Il y a beaucoup d'avions. Il y a plein d'avions différents. Là, c'est je peux te montrer la pile d'hexagones que j'ai sortie. Ouais. D'accord, ah oui, il y en a un max. Hein. Et de mémoire, je crois qu'il y a six types d'avions. Donc à chaque type d'avion, une fiche de manœuvre différente. Parce que tous les avions, forcément, ne font pas les mêmes manœuvres. C'est le Bristol F2B. Voilà. Alors je dois avoir un avion qui doit être un Bristol, je ne sais pas lequel c'est. Hein. J'y connais rien, mon avion, donc... Ok. Donc tu as ta petite tuile et tu as ton petit machin qui va avec. Voilà. Donc là, par exemple, c'est la fiche du Fokker. Si on regarde bien précisément, il n'a pas tout à fait les mêmes manœuvres. Ouais, voilà. Donc, il y en a partout dans tous les sens. Il faut aimer les mathématiques. Hein. Bah c'est le côté austère des années 80 où on te code les manœuvres avec, par exemple... Les hiéroglyphes. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est le jeu pour Champollion, ça. Donc, chaque joueur a en plus sa petite fiche. Ok, on savait faire dans le... Alors, l'écologie, à l'époque, on s'en foutait. Hein. Donc, la fiche ressemble à ça. Et je n'ai pas... J'y ai joué il y a 15-20 ans, peut-être plus que ça maintenant, vu mon âge vénérable. J'avais joué à Blue Max dans une version anglaise sur une convention. Ouais. Et le matériel était moins ergonomique. D'accord, c'est mieux là. Ouais. Donc chacun a une petite feuille. Chacun a une petite feuille, parce qu'on va noter en fait l'emplacement de départ, ici, les hexagones, et puis on va noter les manœuvres qu'on fait. Que notre puisse jouer, voilà, comme ça. Et on va noter les manœuvres. Position de départ, et puis là, ça va être l'endroit où on va aller au fur et à mesure de ça. Voilà, c'est ça. Jusqu'au 30e tour. Voilà, c'est ça. Donc, première chose qu'on fait, on va vérifier si l'avion il est pris en chasse. Donc la prise de chasse, en fait, chaque avion est orienté. Hein, il a une comme ça, comme ça. Et donc, il peut prendre en chasse un avion qui est jusqu'à 3 cases devant lui. Donc, par exemple, mettons ça, voilà, l'avion de Manfred von Richthofen, là, le baron rouge, peut prendre en chasse cet adversaire-là. Ça implique une chose, c'est que le joueur qui est pris en chasse va devoir révéler à son adversaire, avant de programmer son action, quelle direction il va prendre. D'accord. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Comme ça permet au joueur qui l'a en chasse de programmer aussi l'endroit où il veut aller pour essayer de le poursuivre. Ça permet de simuler le fait que le type, il le chasse, quoi. Donc première chose, on vérifie la prise de chasse. Ensuite, chacun programme en notant en fonction de son petit tableau là, quelle manœuvre il veut faire. Donc les pictogrammes en fait, nous indiquent comment je déplace mon avion, quelle est sa position de départ, c'est le point jaune, et comment je le déplace à l'issue de cette manœuvre. Là-dessus se rajoutent des petites spécificités. Il y a des manœuvres qui causent un jet de dés. Il y a des manœuvres qui... Il y a des dés dedans? Oui, il y a des dés. Montre-nous tout le matériel. Ça, c'est les dés. Voilà. Il y a des manœuvres qu'on ne peut pas faire 2 fois de suite parce que c'est des manœuvres compliquées. Il y a des manœuvres de préparation, c'est-à-dire pour en faire certaines autres, il faut d'abord avoir fait cette manœuvre. Donc là, c'est un peu... Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Donc, on programme. Une fois qu'on a programmé, ça, c'est le côté ergonomique années 80. On pose ça pour dire « je suis prêt ». Ok. Ah oui. Une fois que tout le monde est prêt, on révèle les actions, la programmation, on fait les mouvements, et ensuite on fait le combat, tout simplement. Le combat, il faut être à 3 cases, il faut que le chasseur soit dans l'arc avant. D'accord, et puis tu lui tires dessus, tu fais des dégâts, les cartes, ça quoi? Eh bien, c'est les cartes de dommages. Regarde, remontre-moi les dés. Tu jettes tes dés. En fait, en fonction de ton avion, tu vas lancer un certain nombre de dés au départ. Simple. Tu vas avoir des bonus, malus de dés. Alors, c'est pas des chiffres, enfin, tu ajoutes ou tu enlèves des dés que tu lances. Et quand tu lances les dés, en fait, tu regardes les dés pour la couleur, parce qu'ils sont des fois, on les utilise pour le numérique, des fois pour la couleur. Donc là, par exemple, si je faisais ce résultat-là, je ferais un résultat rouge et 2 résultats bleus. Okay. Et en fonction de l'endroit par où je tire, tu vois, il y a les petites lettres A, B, C, D. Ouais. Ça correspond au paquet de cartes. D'accord. Et donc là, admettons que j'ai touché sur le côté C, j'ai fait un dommage bleu, je sais que ça fait un point de dommage sur une aile. D'accord, si j'avais fait du rouge, c'était 7, voilà. etc. D'accord. Et ça se note, les dommages se notent ici. Et ça s'arrête quand on a tué tous les avions? Voilà, c'est ça. Non, ou quand on atteint la 30? Non, quand on a tué tous les avions ennemis. Ben, quand tu fait 30 programmations, ça va aussi? Alors, en fait, il y a ça fait partie des règles optionnelles. Normalement, la règle de base, c'est quand tu as défoncé tous les avions, ils encouragent à écrire des scénarios, des missions d'escorte, etc. Mais ils ne donnent pas plus d'explications là-dessus. Donc, c'est un peu la boîte à outils. Et l'autre solution pour écourter les parties, c'est de jouer avec une des règles optionnelles qui est la gestion du carburant.
D'accord. Donc la gestion du carburant, c'est ces petits pouillons-là. On rentre dans de la simulation un peu plus poussée. Là, c'est un encore. peu plus poussé. En fait, chaque avion, j'ai pas sorti les cartes qu'il fallait. Ah, elles sont dedans? Ouais, elles sont dedans. Ouais. Chaque avion a des cartes, a une carte statistique. ça, là. Voilà, c'est ça. Et entre autres, dans les statistiques, on a un score de carburant. Là, je le vois, là, 37, lui. Voilà. Et donc, en fait, bah, tu fais D'accord, du scorekeeping, tu as tes petits jetons de carburant, puis à chaque fois que tu fais des actions qui défaussent du carburant, tu tu perds, perds du carburant. Dans les règles optionnelles, on a aussi la gestion des munitions si on veut, avec munitions limitées. Éventuellement, si on a un opérateur arrière pour tirer à l'arrière. Ok. Et on peut ajouter l'altitude. L'altitude, ça ajoute vraiment des choses. Parce que soit on joue en 2D, on va dire façon X-Wing, ou X-Wing, c'est que de la 2D. Soit on joue en 3D et il y a une notion d'altitude. Et donc là, bah, ça rajoute, il y a des manœuvres supplémentaires, on peut plonger, on peut remonter. Donc, contrairement à X-Wing, en fait, c'est une version un peu plus compliquée. C'est un peu plus compliqué, ouais. C'est-à-dire que c'est plus précis, plus pointu Plus précis, au niveau simulation, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est-à-dire c'est entre les deux. Entre la simulation pure voilà. et le fun que peut avoir voilà, c'est ça. de base. Et puis là-dessus, là on le voit, là, tu vois, tu as plein de dommages spécifiques qui apparaissent sur les cartes, le pilote blessé, l'avion en feu, l'avion en fumée, donc plein de petites choses à gérer. Là, on rentre vraiment dans les micro-règles, les petits points qui ne sont pas non plus… Donc, ça, c'est arrivé dans le commerce. Ça, c'est arrivé dans le commerce. Ok. Et ça vaut combien, cette chose? Oh, je serais tenté de dire une cinquantaine d'euros, j'avoue que je n'ai pas trop regardé. Ok. Bon, vous avez compris, hein, si vous aimez les jeux de simulation de combat, pas de l'espace, voilà, c'est l'espace aérien de la Première Guerre mondiale, vous avez donc Blue Max, qui est un jeu… Si vous voulez vous prendre une bouffée de nostalgie aussi. Hein, si vous Oui. Mais je me demande si les gens sont attirés par les hexagones, en fait, à notre époque-ci. C'est ça, là. C'est la question qui se pose. Je ne sais pas si c'est une des questions qui se posent, mais c'est un des… Bon, on le saura, le jeu vient d'arriver, c'est ça? Ouais, le jeu est arrivé. Je suis en train de te mettre le bazar dans ta boîte, moi. C'est pas grave. Pas grave, tu rangeras après. Je la rangerai après. Voilà. Donc voilà, Blue Max, tu m'as dit une cinquantaine d'euros dans toutes les bonnes boutiques. On va remettre la règle là. On fait comme ça. C'est une bonne grosse boîte Edge, Phil Hall. Mais ça n'a rien à voir avec FFG du coup là. Non, pour une fois, c'est pas FFG. Okay, c'est Stratel Libri. Ça arrive. Hein. Ça, on va la mettre là-bas. On passe à quoi après? Alors, Planète Steam. Ouh, Planète Steam. Grosse boîte aussi. C'était pas un Kickstarter, un truc comme ça? Ah non, non, parce que l'édition originale date de 2008 ou 2009. Oh, d'accord. C'est un jeu allemand. Et là, oui, c'est un jeu allemand. Vous avez bien entendu, Edge, jeu allemand. Ah ouais, jeu allemand. Mais sauf que comme c'est FFG qui a remis la main, ils ont Tardis, c'est quoi? Comment s'appellent les petits monstres dans… Ils ont mis du plastique. C'est les… Non, c'est pas des Daleks. Ouais. Bon. Allez, là encore, voilà, du matériel en veux-tu en voilà. En fait, c'est ça. Hein. Quand tu achètes un jeu Edge, tu achètes du matériel. Donc là, pour le coup, c'est une coédition Edge FFG. Le jeu d'origine a été édité par Heidelberger, donc je pense que FFG a dû négocier les droits. Avec Heidelberger. On va dire l'essentiel quand même pour que notre mec puisse mettre le petit bras en titre en dessous. Donc c'est un jeu de HG Timan. Qui est un Allemand. Sorti en 2008 ou 2009 à Essen. Hein. Ok, c'est pour combien de joueurs cette chose? 2 à 5. De 2 à 5, à partir de 14 ans quand même. Oui. Entre 90 et 180 minutes. Oui. Hein? Alors 90 minutes, c'est quand vous avez l'habitude. 180, c'est quand vous avez moins l'habitude. C'est marrant parce que Edge prend le contre-pied de tout ce qui est tendance en fait. Hein. Là, les gens, ils ont envie de jeu de 30 à 40 minutes. Edge, il monte à 180 maintenant. Ouais. Mais il y a des nostalgiques, hein, ça revient. Hein, alors, si on devait le qualifier, si on devait le classer dans une famille de jeux, je le mettrais dans la famille Eurotrash. D'accord. C'est vraiment un jeu à l'allemande où il faut calculer, il faut programmer, etc. Mais avec une durée de partie très longue. D'accord, on va montrer les règles. Et puis plein de paramètres. Donc les règles sont assez du coup épaisses, hein, mais peut-être que Edge a mis son grain de sel, c'est-à-dire qu'ils aiment bien raconter… FFG, pardon. FFG aime bien raconter des histoires. Et puis ils aiment bien te décrire 5 fois la même chose pour être sûr de ne pas avoir de procès. C'est américain ça. Hein. Attention, la tasse de café peut être chaude. Ils l'écrivent, comme ça, tour de jeu, il y a du blabla. Hein. Mais j'imagine qu'encore une fois, la règle doit être simple finalement, l'air de rien. Oui. Ah, il y a des règles avancées. Alors, en quelques mots. Ouais, quelle est l'idée générale? Quelle est l'idée générale? Donc, on est dans un univers steampunk. Le plateau, là, représente une ville. D'accord? Okay. Sur cette ville, on va placer des petits marqueurs de concession aux couleurs des joueurs. Hein. Il y a un D6. Il y a un D6 et il ne sert à rien en plus, ou pas grand-chose. Donc, les joueurs, il y a un positionnement de départ qui dépend du nombre de joueurs. Ouais. Et sur ces concessions,
les joueurs vont poser des citernes. Alors je vais les montrer, par contre elles sont belles. Hein. Ouais, elles sont chouettes. Le matériel est de qualité, hein. Je peux te dire que là, regarde ça. Alors j'ai pas regardé l'édition originale de 2008, mais je pense que les citernes devaient être des trucs en bois ou des trucs en carton. Ouais. Et ces citernes, à la base, elles récoltent de l'eau, parce qu'il y a plusieurs ressources à récolter. Elles récoltent de l'eau, mais tu peux les équiper pour qu'elles récoltent autre chose. D'accord. Ah oui, ça s'emboîte. Ça s'emboîte, voilà, c'est génial. Donc là, elles récoltent du minerai, celle-ci. Celle-ci, elle récolte du quartz. Ok. D'accord. Alors comme c'est un peu bien fait, en plus, la couleur de la donne rappelle un petit peu la couleur de l'élément là. Donc, il y a les petites fiches là, et hop. Elles peuvent récolter de l'énergie, c'est fort. Hein. Ah ouais. Et puis tu peux leur mettre un super compresseur sur le nez pour qu'elles récoltent plus. Ah oui, c'est le truc du dessus là. Donc tu peux avoir deux éléments sur la même. Sur la même citerne. Ok. D'accord, c'est joliment fait ça. Et donc c'est un jeu de ressources en fait. C'est un jeu de ressources et de marché, de gestion du marché. Donc l'idée est la suivante. Pardon. Là, on a des jauges qui sont les disponibilités de chaque ressource. Ici, la jauge de couleur. Et le cours du marché pour la vente et l'achat. Il y a un petit côté, tu sais, les rôles, dans les différents rôles qu'on peut avoir dans plein de jeux qui donnent ta position dans le tour de jeu. Donc, en fonction du nombre de joueurs, il y a certains rôles qui sont disponibles ou pas. Donc, il y a 5 personnages différents qui déterminent leur nombre, ça détermine ton initiative dans le tour. Et puis, chacun a un pouvoir spécial. Donc, ces trucs-là, on les met aux enchères. Donc, les joueurs vont se battre aux enchères suivant leur volonté dans la partie, leur stratégie pour être soit le premier joueur, soit être celui qui va construire plus facilement une concession, soit être celui qui va maîtriser le contrôle aérien. Alors le contrôle aérien, il y a un petit dirigeable qui traîne, là, je ne sais pas où il est passé. Ok. Voilà. Ensuite, les joueurs, celui qui est l'ingénieur en particulier va revendiquer une zone en particulier, c'est son pouvoir, il va dire moi je veux être là, qui c'est qui veut la prendre aux enchères. Et aux enchères, lui, son pouvoir c'est que l'enchère, il ne paiera que la moitié de ce qu'il va annoncer s'il gagne l'enchère. C'est un peu une zone gratuite en gros. Ensuite, tous les joueurs vont revendiquer une zone libre, c'est là que le dé intervient. D'accord. Parce qu'un joueur dit j'aimerais bien placer un pion concession ici, et il va jeter le dé. S'il fait 4, ça marche, il se met là. S'il fait 3 ou moins, il sera dans la zone adjacente la plus proche. D'accord. Tu vois, le dé, il ne sert qu'à ça. Et s'il fait 4 ou s'il fait plus? S'il fait 4 plus, il dit je me mets t'es où là ou autour, c'est voilà, pas très grave. C'est pas très grave. Et puis, une fois qu'on a fait cette première phase là où j'ai choisi les personnages, où on a acquis de nouvelles zones, on va passer à la phase de citerne. Alors là, chaque joueur à son tour. C'est là le cœur du jeu, un peu où il y a un peu de scorekeeping, là où ça va bouger partout. Les joueurs vont acheter des citernes au marché local. Donc, alors, les citernes, là, il y a un il y a un petit marqueur qui nous dit, en fonction du nombre de citernes achetées, combien elle achète. Donc, le premier joueur, tu vois, s'il a 4 joueurs, on commence là. Le premier joueur, il va acheter sa citerne à 11. La deuxième, il va acheter à 11. Après, ce sera à 13. Donc, tout ça, ça bouge tout le temps. Donc, dès qu'il achète une citerne, il la place sur un de ses pions de concession. Ensuite, il va pouvoir acheter des add-ons, etc. Alors là, je peux te donner ça. Tous les coûts sont indiqués ici. Hein, ok. Donc, tu payes des ressources, en fait, hein, et de l'argent. Et puis, surtout, ce qui est super important, c'est que, là, on ne se rend pas bien compte, mais il faudra mettre plein de pions, tu vois. Enfin, oui, on va dans le détail. On va pas dans le détail, hein, sinon... L'idée, c'est que le truc super important, c'est que tes add-ons que tu as mis, etc., tu peux les réagencer comme tu veux. Même tes citernes, tu peux les... tu peux dire, bon, si je suis comme ça, je mets celui-là, il va là, celui-là, il va là. Ouais, voilà, c'est ça. Tu les réagences comme... Tu fais ce que tu veux avec ton matos. Tu fais ce que tu veux avec ton matos, du moment que tu as des cases concessions, des petits pions de ta couleur où tu peux poser des choses dessus. C'est important parce que ensuite, dans la phase 3, on va avoir, donc tous les joueurs font leurs petits achats là, pour améliorer leur outil de production. Dans la phase 3, on va extraire les ressources. Et la base, c'est que ta citerne extrait une ressource de ce que tu as mis dessus. De ce que tu as mis dessus. Si tu as mis un super compresseur, là, il fait mieux. Il fait 2 ressources. Mais ensuite, tu vas avoir des ressources bonus. Donc, le joueur qui contrôle, il y a le capitaine d'aérostat, là, qui sont les dirigeables. Il va positionner un dirigeable sur un des petits plots ici, là.
Je sais pas où je l'ai mis, fichu dirigeable. Ok, il est dedans, c'est pas grave. Voilà. Donc toutes les citernes de la ligne là vont produire un de plus. D'accord. Donc déjà, le gars qui a l'aérostat, il a une sorte de pouvoir, quoi, sympa. Celui qui est en plus, il va y avoir des histoires de synergie. Admettons que voilà, on a 3 territoires adjacents comme ça. Pour peu Quand on a les mêmes choses, c'est pour ça qu'on réaménage, ça tes- fera des trucs mieux. voilà, que tes citernes produisent la même ressource et que tu les actives tout Ok. en même temps, en fait, elles vont produire des ressources bonus. En fait, elles vont reproduire la somme des citernes adjacentes moins 1. Donc, par exemple, là, on aurait 2 ressources bonus en minerai. D'accord, donc on en ferait 5. On en ferait 5. Ok. Et tout ça pourquoi? Eh bien, c'est là que j'y viens. Il faut marquer des points. Le but du jeu, c'est de marquer des points. Ok. En plus de ça, je crois que j'ai oublié de préciser, on a chacun des dirigeables de 4 couleurs qui correspondent aux 4 ressources. Donc en fait, on stocke nos ressources dans les dirigeables. Ok. Les dirigeables ont des capacités de contenance. Donc au début, tu pars avec des petits dirigeables et puis ça peut faire partie des améliorations que tu fais, c'est agrandir tes dirigeables pour avoir plus de contenance. Et donc, une fois que tout le monde a extrait les ressources, on va acheter, vendre des ressources supplémentaires. Et alors là, c'est là qu'on fait bouger le cours. Si par exemple, je sors mes 2 petits pions, pour donner un exemple. Nous sommes dans ces conditions-là. Il ne reste plus que 2 ressources de minerais de quartz dans le truc. Je veux en acheter 2. Elles sont au cours de 9. Donc je vais payer 18. Ça, on l'a fait évoluer pendant la partie? Ouais, ça bouge. En fait, à chaque fois qu'il y a une transaction dessus, ça bouge. Ah d'accord, ok. Donc, elle est au coût de 9. Je paye mes 18, parce qu'on a de la monnaie, hein, il y a de l'argent dans le jeu. Je paye mes 18. Je baisse les 2. J'arrive à 0. Et comme j'ai fait une action sur la zone, je regarde ce qui se passe. Là, je suis dans la case noire. Je regarde sur la jauge là. Quand je fais une opération dans le noir, ça fait remonter de 2 le coût unitaire. D'accord. Donc il y a cette micro-gestion du marché, parce qu'en fait les ressources sont rares, il faut avoir les bonnes ressources au bon moment. C'est toute la stratégie du truc, c'est avoir les bonnes ressources au bon moment pour acheter les bons trucs. Donc les bons trucs, c'est les améliorations de production, etc. Puisque ensuite, en cette dernière phase, on va aussi acheter des certificats. Les certificats, c'est des points. Donc tu peux acheter des cabines de luxe qui à la fin te ramèneront 50 points. Ou tu peux acheter des permis de construire. Les permis de construire, ils vont te permettre, pendant la phase quand tu veux choisir une zone, au lieu de jeter le dé, tu dis tiens, je vais me mettre là, puis je me mets là. T'améliores ta Et gestion. en plus, il y a des zones, il y a des concessions neutres, tu ne peux pas les prendre, les concessions neutres, si tu n'as pas de permis de construire. Donc au début, tu t'en fiches un peu, puis après… Comment tu marques des points? Les points, en fait, c'est tout ce que tu possèdes, puisque à la fin du jeu, tu vas avoir 1 point pour chaque crédit. Ça s'arrête quand? Ça se termine, il y a un nombre de tours. Ah voilà, donc c'est établi, on joue… C'est établi. En fonction du nombre de joueurs, on joue plus ou moins de tours. Donc tu vois, moi j'ai joué qu'à 4 joueurs, on faisait 6 tours de jeu. D'accord. Et, Et au bout de 6 tours de jeu, tu comptes… tu comptes tous les points. Et C'est donc, écrit là? ouais, donc les points, tu as tous les crédits, le total de tes ressources actuelles au cours où elles sont. Donc si tu as 4 quartz et que les quartz ils valent 11, tu as 44 points. Les zones que tu as revendiquées, tes concessions valent 25 points, les citernes valent 25 points, le super compresseur que tu as pu installer vaut 50 points, et la cabine de luxe vaut 50 points. Donc ok, je vois l'idée. on tourne à 700-800 points la partie. 700-800 points. Ah oui, c'est ça le… D'accord. Donc effectivement, c'est un pur jeu de gestion, quoi, déguisé avec un thème fort. Oui, voilà, c'est ça. D'où le retrash. Parce que tu vas prendre des ressources qui vont te faire ces machins avec une enchère de place, etc. Ok. Pour pourrir les autres, tu vas faire bouger ça. Ah oui, tu as besoin de ça. Attends, moi je vais en acheter ou en vendre, ça va faire bouger. Et tes ressources ne sont pas cachées, donc les gens voient ce que tu as aussi, c'est ça? Ouais. Donc ils peuvent aussi te pourrir. Ok, Planet Steam, un jeu de commerce et de gestion dans un monde rétro-futuriste par HG. C'est fait exprès ça, HG. HG, ouais, peut-être. Tiemann, chez Edge et FFG, c'est une traduction, donc Edge fait. Ça sort quand ça? Ça va sortir, si je te dis fin mars, je risque de mentir un peu, allez, au mois d'avril. Avril 2014, pour ceux qui regardent cette vidéo, un petit peu après. Ça va coûter combien? Ça t'en sais rien non plus. Là, pareil, une cinquantaine d'euros. Ouais, c'est ça. Avec ça dedans, ça risque de coûter un petit peu d'euros. En tout cas, les graphismes et les illustrations sont assez jolis. Je ne sais pas s'il y a le nom. Je cherche pendant que tu ranges. Ça doit être dans les crédits. C'est allemand, hein, il est marqué Edelberg. Hein. Ouais, Edelberger. Ouais, c'est allemand. Et illustration de couverture, Ian McKay. Ian McKay. Bon, il n'est pas mauvais le garçon. Donc ça, c'est Planet Steam. Donc après les combats de la guerre de 14, on a la même période en général, mais futuriste.
En hein, rétro-futurisme. En rétrofuturisme. Mais ça se passe toujours dans ces années-là, le rétrofuturisme. Hein. Ouais. On est souvent entre 1850 et 1950. Donc voilà. Ça, Et le prochain, Et le prochain, c'est la grosse nouveauté. alors ça, Ce qui m'a conduit à faire cette présentation plutôt rapide plutôt que de faire une partie de chaque. Je ne l'ai reçu qu'il y a 2-3 jours, enfin qu'il y a 4-5 jours. Je n'ai pas eu le temps d'y jouer. comme il faut à peu près 3 semaines pour lire une règle, Voilà, à peu près. tu Ouais. t'es dit, prenons pas le risque. Prenons pas de risque, ne racontons pas n'importe quoi. Ou essayons de ne pas raconter trop C'est n'importe quoi. les contrées de l'horreur. Tiens, fais péter la boîte. Alors, Donc, pareil, toujours le modèle carré chez Edge FFG. Là aussi, c'est donc une traduction Ouais. où ça pèse son poids. Hein. ouais. Les contrées de l'horreur, un jeu sur les mystères du monde et l'horreur, Oui. par Corey Konitska et Nikki Valence. La- D'après Aurora Arkham de Richard Lenus et Kevin Wilson. Je veux dire, les jeux américains, ils ont des, Ouais. C'est super important parce qu'en fait, ils ont des règles longues comme ça. d'après Aurora Arkham, parce qu'on reprend une partie des mécanismes d'Aurora Arkham, mais Aurora Arkham en fait ne va plus être développé parce qu'il y a déjà pléthore d'extensions, je ne sais plus le nombre exactement. Donc ils vont pas sortir de nouvelles extensions, ils vont se baser sur plutôt sur les contrées de l'horreur. D'accord. Alors, ah ouais, tu l'as même pas dépunché. Je l'ai même pas dépunché pour te Donc dire. on a un plateau géant. Hein. Ouais. Alors cette fois-ci, ce n'est pas Arkham, mais c'est le monde. Ok. Pour tous les vieux rôlistes qui ont joué les Masques de Nyarlathotep, une campagne de Cthulhu célébrissime Je l'ai joué moi. qui te permettait de sauver le monde en voyageant dans les 5 continents, c'est un peu l'esprit du jeu. Alors, même si les règles sont impressionnantes avec leurs 16 pages, plus le livret d'annexe de 16 Ouais, pages, c'est toujours pareil. Hein. je dois dire que malgré tout, elles sont rédigées beaucoup plus clairement et beaucoup plus simplement que d'habitude. D'accord. Puisque plutôt que de faire en fait c'est tous ça. les cas spécifiques, ils les ont inclus Là. dans l'index, Pour pas faire peur, parce qu'en fait c'est 32 pages les règles. Hein. qui permet une consultation plus facile en fait dans la partie. Ok. Donc c'est un jeu coopératif, 1 à 8 joueurs, Normal. classique. Comme dans Aurora Arkham, on va empêcher que des portails s'ouvrent. Et du matos, c'est pareil, ça dégueule. Hein. Je sais Et il y a plus s'il y en forcément. Non, il n'y en a pas là. Il y en Chez a Edge, pas. alors chez Edge, hein, vous le savez, faut penser à relever ça. Ouais. Hein, parce que souvent, quand on fait ça, il y a plein de figurines planquées partout. Voilà. Là, il n'y a pas de figurine, c'est étonnant. On va dépuncher un investigateur. Et donc c'est la même mécanique que C'est la même que mécanique l'autre, mais c'est. en lissé, un peu simplifié. Quoi, quand Ah, même. d'accord, pour que ce soit plus accessible. Ouais. Et Alors sur- on n'a pas dit, si j'ai pas dit l'essentiel qui était le nombre de joueurs, de 1 à 8, de 1 à 8. Ouais. parce que c'est coopératif, donc on peut jouer Ouais. tout seul, jusqu'à 8 joueurs. Et c'est à partir de combien ça, 12 14. ans 14 Ouais. Voilà, pour des parties qui vont durer au moins 90 2 à minutes. 4 heures, ils mettent. Ouais, 2 à 4 heures. C'est assez, que ce soit 8, c'est assez long. Mm. C'est assez long. Mais c'est ce que les gens aiment quand ils achètent ce genre de jeu. Quand on achète ce genre C'est de ce jeu. qu'ils attendent. Donc là, on est vraiment sur un jeu d'ambiance plus qu'une mécanique, hein, je dirais. Donc, de manière classique, suivant la partie qu'on va faire, on va choisir une carte grand ancien. Il y en a 4 différents, donc 4 menaces bien différentes. Vous avez Yog-Sothoth, On va mettre les muscles, je suis Shub-Niggurath, un peu grand pour ça, on va les mettre là. Cthulhu ou Azathoth. Ah oui, il y a quand même les grands là. Hein. Ouais, Ça rigole pas, C'est hein. les 4 grands. Attends, montrer que tu lui notes. Tiens, regarde. C'est un peu le principe Il fait un peu peur. Que de tous les jeux de la licence sur les licences Cthulhu. Il y a tu vas être toujours fou, là. un grand je ancien, vais me rapprocher, je vais me rapprocher. un grand ancien à bâcher. Ouais. Quoi. Moi, j'ai fait un tournoi de jeu de rôle où il y avait un scénario de Cthulhu et j'ai gagné et j'ai une figurine sculptée par un bon sculpteur grand comme ça là dans les années 80 d'un Cthulhu magnifique, je sais plus où il est. Ah, il y avait Ralparta qui avait fait Non, je des. sais C'était Ralparta ou RAFM qui Non, avait- c'est un particulier qui l'avait Ah, fait. ça me- Le mec avait fait des figurines de Blood Bowl. Je crois que c'est Blood Bowl ça s'appelait. Enfin, la Alors, Forge. en plus, tu as, je ne sais plus combien, tu as une dizaine d'investigateurs, plus que ça, Ok. il y en a 10-12, 12 investigateurs. Chaque investigateur, donc chaque joueur choisit un investigateur. Chaque investigateur a des capacités de savoir, influence, observation, force, volonté. C'est du simili-jeu de rôle, je Ouais, dirais. ouais. Une action spéciale à faire, des points de vie, des points de santé mentale en bleu. Normal, hein. Et surtout, où je dis on est presque dans du jeu de rôle, c'est qu'au verso, on a un background en italique. S'il vous prend l'envie de jouer votre personnage un petit peu, ben là vous avez des guides. Et puis et donc on a les objets de départ et le lieu d'où elle part. Donc D'accord. Lily Chen, l'artiste martial, part de Shanghai en Chine, tandis que Trish Scarborough, l'espionne, part de Russie centrale.
Voilà. Et l'idée globale, en général, c'est comme dans le Classique, c'est-à-dire que là, premier, on se promène, il là, faut on a, avancer. là, on a une fiche on a une piste du destin qui est petit à petit se rapproche vers L'explosion du monde. vers la fin du monde, entre Voilà. guillemets, vers l'arrivée du grand ancien. Les investigateurs sont répartis dans tout le monde au départ et ils vont essayer de traquer des indices pour trouver des informations pour fermer les portails, puisqu'on a des pions portails. Hein, Pour éviter que justement le monde soit envahi par ces Voilà. entités venues de l'espace. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a les portails, tu vois, qui indiquent où ils s'ouvrent. Donc, phase de jeu, c'est super simple. Chaque investigateur va faire 2 actions. Enfin, un investigateur fait ces 2 actions. Parmi ces actions, il va pouvoir se déplacer, il va pouvoir se reposer. Alors, se déplacer, tu te déplaces d'une case. Alors là, il y a des petites cases intermédiaires, hein, tu ne te déplaces pas. Mais tu as des tickets de train ou de bateau que tu peux Pour aller acheter. plus vite. Pour aller ok. plus vite, tu vois, des tickets de train, des tickets de bateau, là, tac. Ok. Pardon. Il va se déplacer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut se reposer, donc regagner des points de vie. C'est pas grave. Il va pouvoir acheter du matériel en ville, etc. Donc là, c'est des cartes. C'est des points de vie, ça. C'est pas un cœur dans la main. Ouais, c'est des points de vie. Puis là, pour le cerveau, c'est le point de santé mentale. C'est ça. Ça, c'est la vie, ça. Ensuite, une fois que le joueur a fait ça, suivant la case où il se trouve, il va faire une phase de rencontre. Les rencontres, c'est là où il y a les cartes. Alors, il y a plusieurs types de rencontres. On va avoir des rencontres de personnages, de monstres. Donc, s'il y a un pion monstre, il y a des pions monstres qui sont là. S'il y a un pion monstre qui a été tiré, style un horrible cultiste, bon, je suis obligé d'aller le bâcher. Soit on va avoir des rencontres de type pion d'indice, pion mystère. Donc, C'est toutes ces cartes là aussi. Hein. Donc, En fonction des endroits où en fonction des endroits où tu es, là, c'est vraiment l'esprit Nyarlathotep. Ouais. Quand tu veux faire, par exemple, tu es au cœur de l'Afrique, tu veux faire une rencontre de ce type-là, tu prends la carte Afrique. Et tu la retournes et là, il y a Et c'est là qu'il y a le côté jeu de rôle, encore une fois, parce qu'il y a un texte ambiance à dire. Tu vois, enfin, c'est pas que de la règle. Non, quoi. on est d'accord. Tu vois, C'est ce qui plaît aux gens. là, je lis Buenos Aires. À l'hôpital, vous rencontrez un vieil homme chauve, à la peau tannée et au visage aplati. Il parle très lentement, mais son histoire est fascinante. Vous pouvez te retarder pour gagner 2 sorts, alors qu'il décrit en détail l'époque où il vénérait le père des serpents. Bon, ça, ça aurait pu être une ligne, soyez retardé, gagnez 2 sorts. Ouais. Ouais, ils ont mis une ambiance, quoi. Voilà, on est là pour l'ambiance. Tu as un pion expédition qui se promène, là il y a des cartes expédition. Donc là aussi c'est la même chose, je vais sur un lieu où il y a une expédition d'explorateurs qui visitent des ruines des grands anciens, etc. Il se passe des choses, il y a un petit texte à lire, ça fait partie des bonnes idées. L'Himalaya par exemple, vous plongez dans une grotte pour vous mettre à l'abri d'un blizzard mortel, à l'intérieur les tunnels tournent et retournent en tous sens dans les ténèbres, rendant toute exploration presque impossible. Là on te demande de faire un test du petit œil, qui est observation. Donc tu jettes les dés, tu jettes le nombre de dés que ok, puis tu vis as. ton aventure. Voilà. Et puis là, la bonne idée, c'est que les 2 cases suivantes, c'est j'ai réussi ou j'ai échoué. Donc en fonction de la réussite de ton test, tu lis la deuxième, soit la première j'ai réussi, soit la deuxième j'ai raté. D'accord, c'est comme une aventure, un livre dont vous êtes le héros, mais sur un plateau. Voilà. Dans la même série, tu as des petites cartes là, hop là, qui sont rigolotes. Ça, c'est des trucs qu'il n'y avait pas forcément dans Horror Arkham. Par exemple, là, on a des réserves d'équipement. Mais tu peux faire un emprunt bancaire si tu as un petit peu de manque de thunes. Et dans ce cas-là, tu vas prendre une carte condition. Et ça, c'est une carte dette. Et donc, tu as une carte dette qui te dit un texte. Mais tu as un verso qui va se déclencher. Tu n'as pas le droit de le lire, en fait, tant que le verso ne se déclenche pas. D'accord. Donc, ça va se déclencher pendant la phase de mythe. En fait, il y a un petit icône, qui est l'icône celui-ci, là. Ok. Bon, les gens liront la règle. Ouais, hein. Là, on a compris l'idée. Donc, tu vis l'aventure voilà. chez Cthulhu. Donc, je reprends la phase de jeu pour ceux qui voudraient avoir un aperçu un peu plus précis des règles, même si je ne suis pas forcément là pour ça, entre guillemets. Donc, première phase de jeu, les investigateurs font des actions. Deuxième phase de jeu, ils font des rencontres. Donc, des rencontres, soit ils se bagarrent contre des monstres, soit ils vont chercher des cartes là, suivant les jetons ou les marqueurs qu'il y a sur le truc. Et il y a une troisième phase qui est la phase du mythe. C'est le jeu qui joue, c'est le principe des jeux coopératifs. Et donc là, en fonction du grand ancien qui se passe... on fait ce qui est écrit. Il y a des choses à faire. On va déclencher donc les fameux petits icônes que je te disais. Donc des fois, tu as du matériel qui déclenche les icônes, différents trucs. Et là, ça peut te péter à la gueule. Là, ça peut te péter à la gueule.
ça bouge. Mhm. Il y a une histoire de présage là, donc suivant les actions, suivant le signe présage qui est en jeu, ça avance plus ou moins vite. Et puis au bout d'un moment, on risque. Soit le jeu t'a pété ta gueule, soit tu es arrivé au bout avant qu'il te pète ta gueule. À chaque monstre est associé un petit paquet de cartes particuliers qui sont les cartes mystères. Alors dans les 3 heures annoncées, hein, il y a 20 minutes d'installation du jeu. Hein. Sachez-le. Donc là, par exemple, tu vois, on a les 4 cartes Cthulhu. D'accord. Okay. Au dos, au recto, tu as un mystère en fait. Donc, en fait, c'est des sous-quêtes à accomplir. Les joueurs vont gagner la partie s'ils réussissent à accomplir 3 mystères. Donc, il y en a toujours un en jeu. Dès que tu en as accompli un, dès que tu en as résolu un, il y en a un autre qui apparaît. Avant que le grand ancien se réveille. Si le grand ancien se réveille, tu dois toujours accomplir tes 3 mystères. Donc, tu rames là. Et en plus, tu accomplis le grand mystère final. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu retournes le grand ancien. Et hop, et là, c'est la merde. Ok. Voilà. Donc on a vu à peu près les tenants et les aboutissants. Ceux qui connaissaient le premier opus et toutes les extensions, parce qu'il y en a en veux-tu en voilà, savent comment ça fonctionne. Grosso merdo, j'aime bien cette expression. Grosso merdo, il y a quand même moins de choses, moins de cartes équipement, moins de cartes. Moi, j'ai joué 2 fois à Aurora Arkham il y a très longtemps, mais j'avais un souvenir. C'est très long, il y en a partout. Il y en a partout, il y a plein de cartes, etc. Là, il y en a beaucoup moins. Globalement, il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup plus simplifié. Ok. À conseiller à des gens qui veulent. Enfin, on n'est pas sur une mécanique ultra pointue. On est là pour se réunir, pour se faire de la gueule. Tu vis une aventure et puis tu peux te la raconter après. Voilà. C'est ça l'idée. Ça sort quand, ça, les contrées de l'horreur? Ça va sortir plutôt en mai-juin. Mai-juin 2014. C'est peut-être déjà sorti si vous êtes en septembre 2014 ou septembre 2015 ou septembre 2016 ou septembre 2017. Ça va coûter combien? Une cinquantaine d'euros. Une cinquantaine d'euros, encore une fois, si nous sommes encore sous l'euro. Voilà, c'est ça. Parce que si vous regardez cette vidéo en 2037, peut-être que l'euro aura disparu. Oui, pour un franc fort. Pour un franc fort. Edge, FFG, les contrées de l'horreur. Ok, on a balayé rapidement en 36 minutes 3 gros jeux, dans 3 univers complètement différents, avec 3 mécaniques différentes. Un jeu de combat qui est Blue Max, on va faire de la gestion un peu wargame. Un jeu de gestion à l'allemande un peu thématisé fort avec Planet Steam. Et un jeu d'aventure un peu jeu de rôle sur plateau, coopératif avec les contrées de l'horreur. Merci Nicolas d'être venu jusque-là pour nous expliquer tout ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à lire toutes ces règles, pour pouvoir nous expliquer les jeux en profondeur. Non, les contrées de l'horreur, et si vous regardez la vidéo bientôt, je ne sais pas, il repart directement à Toulouse pour être en avant-première sur un salon. Ok. On passe à la suite. Peut-être des petits jeux dans une autre vidéo. Voilà, c'est ça, des petits plus jeux. Simple. Ouais. On y va? Ouais. Ginny Reich. Salut.